Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking, comme vous l'avez sûrement remarqué, vu l'habillage de la vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes passé une bonne semaine, un bon week-end, qui se termine certes, mais on va essayer de le passer, de le finir en beauté finalement, avec un petit hacking sympathique. Mais avant toute chose, toujours, c'est important, bonjour le chat. Bonjour Snap, bonjour Pacificatrice, bonjour... pardon, je vois pas bien parce que c'est écrit en quasiment noir sur mon écran. Matéor. Bonjour Stelios Consoge, bonjour Monate, bonjour Hades Gamer, bonjour YouTube, bonjour Bratoum, bonjour le chat. Bonjour le chat. Bonjour Maximus, bonjour Pacificatrice, j'ai déjà dit. Qui c'est que j'ai pas dit bonjour encore? Bonjour pas bien et bonjour Sœur. Bienvenue à tous. Alors le chat, par contre, bonjour, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir te pousser, parce que tu es entre moi et le clavier, et tout de suite, ça va pas rendre les choses faciles. Hein. Oui. Allez, hop. C'était le chat. Merci à lui. Merci à elle. J'espère donc que tout le monde va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une machine de TryHackMe, parce que j'ai été un peu déçu par la machine qu'on a fait il y a 15 jours. Je me suis dit, on va redonner une chance quand même à TryHackMe, et donc on va faire une deuxième machine sur TryHackMe aujourd'hui, enfin une deuxième. Énième qu'on fait hein, sur TryHackMe, mais on va en refaire une petite pour essayer de tomber sur quelque chose d'un peu plus intéressant que la dernière fois, qui était, il faut bien l'avouer, un peu nul. Donc aujourd'hui, la machine s'appelle... Hop, Kiba. Merci Asgore pour ton Prime. 38e mois d'abonnement. Je ne savais même pas que j'étais en streamer depuis aussi longtemps que ça, en fait. C'est quoi, ça fait 3 ans, hein, 38, hein, on est d'accord. Hein, un peu plus même. GG à toi. Merci beaucoup en tout cas pour ta fidélité, c'est cool. Donc aujourd'hui, on va je vais faire la machine Kiba, qui on verra bien si elle est intéressante ou pas. Je pense qu'elle est un petit peu plus intéressante que ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on devrait avoir un peu plus d'intérêt dans la résolution. Alors il y a tout un tas de questions, on va pas forcément les regarder, hein. Je vais faire d'abord en aveugle, on va d'abord essayer de la faire comme ça, et puis au fur et à mesure on verra si les questions soit nous débloquent, soit une fois qu'on a fini pour répondre aux questions qu'on aurait loupées éventuellement. Kibana, oui, probablement. Vu le nom, probablement, effectivement. Il y a des chances qu'on ait du Kibana à testouiller, ça tombe bien, parce que je n'ai pas l'habitude de hacker du Kibana, donc ça peut être sympathique. Est-ce que j'ai noté l'IP? Non, je vais me noter tout de suite l'IP dans mon petit fichier texte. Voilà, je suis prêt à attaquer. Le terminal, le voici le haut là, toujours avec ma WSL2, avec petite Kali installée dessus. Rien que de très classique, hein, somme toute. Avec Kibana, j'ai des flashs du Vietnam avec cette techno. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, on va peut-être justifier d'ailleurs ces flashs hein, avec les failles qu'on va y trouver. Enfin, si c'est bien du Kibana, attendez, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir hacké. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a encore rien testé. As-tu un NAS chez toi, Chaos? Ça dépend quelle est ta définition du NAS. Si c'est un espace de stockage accessible en réseau, oui. Si c'est un serveur multimédia accessible sur Internet, non. Voilà. Parce que derrière le mot NAS, tu mets beaucoup de choses en fait. Hein. Donc ça dépend. Ceux qui sont dans le full technique ou ceux qui sont un peu dans le marketing. Et le mot NAS a été un peu utilisé à des fins diverses et variées qui désignent un peu tout et n'importe quoi. Oui, tiens, je vois que quelqu'un a mis la commande dans le chat et il n'y a pas eu le lancement de la commande parce que je n'ai pas lancé le bot. J'ai oublié de lancer le bot. Donc, attendez, bougez pas. Cabot arrive. Enfin, peut-être. Non, il se lance pas? Si, voilà. Ça y est, Cabot est là. Cabot va commencer à parler incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas. J'ai normalement tout activé. J'ai mis les invites. Oui, ça c'est bon. Cabot is dead. Oui, oui, non, il arrive. Il arrive. C'est juste que j'avais oublié de le lancer bêtement. Tout va bien. Cabot n'est pas mort. Cabot vit. Il vit en vous. Du coup, j'ai l'IP, j'ai tout ce qu'il faut. Et bah écoutez, on va attaquer, hein, tranquillement, mais sûrement. Mais comme
Chaque fois, je perds trop de temps et on met un temps fou. Enfin, on est toujours en retard sur la fin. Là, on va commencer tranquillou, mais efficacou. Donc, l'IP, on va commencer par faire un petit headmap des familles, bien sûr. Donc, le headmap, hein, rappelons-le, c'est pour checker qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert, hein, parce que les ports ouverts, c'est par là qu'on va hacker. Donc, on a besoin de savoir, parmi toute cette forteresse imprenable, quels sont les trous, quels sont les endroits qui permettront de passer au travers. Et pour ça, Nmap, je reste fidèle à mon Nmap, même si je sais qu'il y a beaucoup d'autres outils et que certains sont intimement convaincus qu'il faut en utiliser d'autres. Moi, je reste fidèle au bon vieux Nmap, qui fait ce que je veux. En fait, dans mon cas d'usage, c'est quand même le plus utile. Scanner des ports sur une seule machine, ça reste Nmap qui est le plus utile, en fait. Parce que typiquement, vous avez RustScan, par exemple, qui est très rapide, mais qui est en fait très rapide quand il y a plusieurs machines. Quand il n'y a qu'une seule machine, le gain de perf n'est pas très intéressant, donc au final, ça vaut pas forcément le coup, et vous perdez tout un tas de fonctionnalités que Nmap a, que les autres n'ont pas, avec les scripts, etc. Donc, pour moi, Nmap, ça reste l'outil adapté dans mon cas d'usage, bien sûr. Et bonjour Illimitix. Et bonjour, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, pardon. Bonjour Yundra. Et ben c'est tout, en fait, voilà. Et bonjour Yundra, et bienvenue pour ta première fois. Ah non, Sindir aussi, j'avais pas vu au-dessus, excuse-moi, Sindir. En tout cas, bonjour les nouveaux. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme port visible? On a un petit port 22 SSH. Comme d'habitude, c'est probablement un port qu'on va attaquer plus tard. C'est généralement pas par là qu'on commence. Et on voit qu'il y a un port web 80, potentiellement Apache, qu'on va pouvoir probablement plus attaquer. On va quand même, pour la forme et pour être sûr, faire un scan de tous les ports et pas juste des plus courants, hein, pour être sûr qu'on n'ait pas loupé autre chose derrière. Mais a priori, de ce que je vois là, pour l'instant en tout cas, vu qu'il y a ces deux ports-là, c'est probablement le port 80 qu'on va attaquer en premier. Je matais les streams il y a 3 ans en mangeant des gâteaux, mais je dis enfin bonjour. Bah écoute, c'est impeccable. Je conserve les gâteaux quand même, hein, mais en tout cas, merci à toi et bienvenue sur ce live. Et si tu es fidèle, bah bienvenue depuis longtemps, hein. C'est l'occasion. Donc du coup, on a lancé le scan. Donc, ah oui, alors, site web. Attendez, je vais quand même ouvrir mon fichier texte. C'est parce que je suis tout déphasé, j'ai pas bien préparé mon live. J'arrive, j'ouvre mes outils en même temps, hein. Tac. Donc, le fichier texte, il est là. On a dit qu'il y avait un port 80 qui nous intéresse. Il y a un port 22 qui nous intéresse aussi, mais plus tard, sûrement. Ok, j'ai tout noté. Donc, on va pouvoir aller regarder qu'est-ce que c'est que ce site web qui est présent sur le port 80, donc HTTP. Pendant que le scan finit de tourner. Ah, il a fini. On peut regarder le scan du coup. Donc là, j'ai fait un scan avec plus d'options. En fait, hein, le "-a", c'est pour identifier les différents services. Là, vous voyez, il met que SSH ou HTTP. Avec le "-a", il va faire des tests un peu plus approfondis et tu vas savoir quelle est la techno derrière, quelle version, etc. Enfin, dans la limite de ce qu'il peut reconnaître. Mais par exemple, il va détecter si c'est un Apache, en quelle version il est, etc. Il va détecter l'OS aussi. Quel OS ça peut être. Donc là, typiquement, on voit pour le SSH, hein, hop là, excusez-moi, hop, pour le SSH, il a détecté que c'était du OpenSSH, que c'était telle version, que c'était du Ubuntu. Alors voilà, il a pas mal d'informations. Ça, c'est le "-a". Et le "-p-", là, c'est pour avoir tous les ports, puisque par défaut, il ne scanne que les 1000 ports les plus courants. Là, vous avez, il fait tous les ports, donc de 1 jusqu'à 64 000, je sais plus combien, dans 65 000, je sais plus le chiffre final, mais c'est, voilà, en binaire, hein, c'est autour de 65 000. Et donc, il va jusqu'au bout, et il les fait tous. Et justement, on voit qu'il en a trouvé d'autres, qui sont des ports donc moins courants, hein, que les deux qu'il avait trouvés au début. Il y a un 5044, là, avec, bah, on sait pas trop quoi, un Elixir Event Service, mais avec un point d'interrogation, donc on sait pas si c'est vraiment ça. 65 536, oui, ça doit être ça, effectivement. Donc on a 56 001, on a un agent, là, ESM agent. Je ne sais pas ce que c'est, hein. On va regarder tout ça, hein, mais on a d'autres ports à étudier, en tout cas à avoir sous le pied. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à voir. Ça n'empêchera pas d'aller regarder ce site web en premier, hein, mais bon, au moins on a des infos en plus. Bah là, il y a le fameux Kibana, justement. Donc ça, c'est le port Kibana, le 56 001.
Parce qu'on voit là, il y a KBN Name Kibana. Donc il a trouvé des trucs. Donc il y a un Kibana installé sur la machine. C'est probablement du coup par là que ça va se passer vu le nom de la machine. Il y a des chances. Et un service qu'il n'a pas reconnu. Ouais, bon, après c'est du blabla. Ouais, le reste on s'en fout. Donc en tout cas, le fait d'avoir relancé le scan avec un -P-, donc tous les ports, nous a permis d'en trouver un peu plus, et probablement un qui va être intéressant à chercher après, puisque bah, c'est le nom de la machine, donc il y a des chances que Kibana soit le fautif. Mais en attendant, on va regarder le site web avant toute chose quand même. Site web. Hop là, qu'est-ce que c'est que ce site web? Donc il y a une petite page avec un joli papillon. Ça tombe bien, j'ai mis Butterfly en musique en intro de thématique. Hein. J'aurais fait exprès, j'aurais pas fait autrement. C'est un papillon ou c'est un éléphant? Non, c'est un papillon. C'est un oiseau. Allez savoir. Moi j'ai vu un papillon, mais c'est le test de Rorschach. Hein. Vous voyez ce que vous voulez en fait. Hein. Donc bienvenue bienvenue. Les Linux Capabilities sont très intéressantes. Oh, ça ressemble à un indice. Je me le mets de côté. Ça ressemble à un gros indice fléché. Donc Linux Capabilities, ça c'est un truc qu'on va sûrement voir après, j'imagine, vu qu'il nous l'indique. Je vous expliquerai au moment venu de quoi est-ce qu'il s'agit. En gros, c'est des enfin, c'est binaires qui ont des droits supplémentaires par rapport à des binaires normaux. Du coup, on va regarder le code source quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant dans le code source? A priori, non. A priori, non. 777, c'est pas un chmod? Oui, alors ils ont mis des 7 partout. Mais enfin, là, c'est de la ski art. Hein, donc, la ski art, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Bon, sur le site, à part ce qui semble être un gros indice pour plus tard, rien de plus à trouver pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dir search en fond. Ah non, c'est vrai, c'est pas un dir search, c'est un Ferox Buster. Donc, Ferox Buster, ou dir search, ou dir B, ou dir Buster, enfin, il y en a plein. C'est donc un outil qui va scanner, essayer de trouver d'autres pages en fait sur le site web, essayer de trouver d'autres répertoires, d'autres pages en scannant avec une liste de mots-clés plus courts en fait. Donc on va le lancer, on va le laisser par défaut, puis on va voir s'il nous trouve d'autres pages, puisque là on n'a qu'une page par défaut qui n'est pas très intéressante. On va le laisser tourner et on va s'intéresser aux autres trucs que Nmap a trouvé. Donc, le port 5044, c'est l'XX Event Service. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va s'interroger sur port 5044, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Parce que Nmap nous dit des trucs, mais Nmap peut nous dire ce qu'il veut, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce port? À quoi ça sert? Il y a un Logstash, je vois du Elasticsearch, du Logstash. Ça pourrait être un truc d'Elasticsearch, a priori. Kibana, c'est quoi déjà? C'est un truc de log ou c'est un truc d'affichage de log? Ouais, c'est ça, exploration, visualisation et découverte des données, et ça va avec Elasticsearch. Donc c'est probablement Elasticsearch, c'est plus le moteur de recherche en fait. Donc ça doit être l'interface par-dessus, et Elastic c'est le moteur de recherche, si je me rappelle bien. J'ai jamais utilisé, j'ai connu les noms, mais je faisais plus d'admin 6 quand c'est sorti, donc j'ai pas utilisé ça moi. J'ai utilisé les trucs d'avant, Nagios et compagnie, c'est pas les mêmes. Donc, a priori, si je mets un petit peu bout à bout tous ces indices, ça voudrait dire que ça, hop là, le port 5044, là, ce serait le port du moteur de recherche, finalement, de Elastic. Et du coup, le 5600, c'est le port du Kibana. Ça doit être une interface web, ça, du coup. App Kibana, ouais, donc on peut aller dessus, ça, normalement, on peut aller dessus. Bon, je me note en tout cas, Kibana, et l'autre c'est probablement Elastic pour chercher. Et bah du coup, si on peut aller dessus, on va essayer. Hein. Donc 5601. Donc si j'essaie de me connecter au port 5601, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui,
Il y a une belle interface qui apparaît. Ah, c'est beau. Ça a l'air vachement bien, Kibana. Je n'ai très honnêtement jamais eu l'occasion de tester en mode entreprise, j'entends, du Kibana. Mais ça doit être sûrement très utile, très pratique. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? On a toute l'interface manifestement de management, de visualisation. Il y a des outils de dev. Là, et j'ai l'œil qui tilte tout de suite vers DevTools, parce que ça peut être intéressant et peut-être faire des trucs. Ouais, on peut peut-être bricoler des choses. Du coup, on a quoi? Discover. Après, je connais pas bien Kibana, donc je saurais pas trop vous dire. Je vois du space, du reporting. Je vois pas de graphique, donc c'est peut-être plus là. Visualise. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de données en fait. Ça a l'air d'être un Kibana vide en fait. A priori. Les stacks ELK sont beaucoup utilisés après en moteur, c'est du bon gros Java. D'accord. C'est du Java derrière. Touk 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 touk. Bon. Timelion. Timelion. Canvas. Là, je me promène comme ça, mais je pense qu'on va pas. Je vais aller chercher des tutos, hein, parce que Kibana, je connais pas. Donc, de toute façon, on va plutôt chercher des failles connues sur Kibana, je pense. ELK, c'est Elasticsearch, Logstash, Kibana. Oui, d'accord, les trois vont ensemble. Logstash, c'est dans la marmite aussi, ok. Pas de souci. Il y a un truc management là, et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Est-ce qu'on peut. Alors, déjà, on a la version quand même. Ça, je vais le noter. C'est probablement ce qui va nous intéresser le plus dans le tas. C'est la version de Kibana pour savoir s'il y a une faille, tout simplement, dans cette version. Donc, je me la mets de côté. Je voulais juste revoir un petit peu DevTools. Qu'est-ce que ça permet de faire? On peut faire des get. Donc, a priori, des requêtes Elasticsearch, quoi, hein, si je résume. D'accord, ça renvoie des trucs. Peut-être injectable, je sais pas. Là, comme je ne sais pas du tout. Ah si, il y a settings là-haut aussi. Ouais, non, c'est que pour le DevTools. Donc il y a peut-être des choses à injecter là-dedans. Donc il y a quand même quelques petites données. Bon, voilà, je me promène comme ça. Mais je vois rien de plus significatif que ça. Et comme je ne connais pas du tout, mais que c'est censé être une machine easy, je pense que doit y avoir une faille connue sur cette version-là, puisqu'on est sur des machines easy. Hein. Donc on serait d'une machine hard un peu, enfin medium hard, insane. Là, il faudrait quand même que je m'investisse dans la compréhension de Kibana. On est sur Noisy, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. En tout cas, j'espère, parce que sinon, ça va être long. Ça va être long. Donc, qu'est-ce qu'on a comme faille connue sur Kibana? On va demander, hop, 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 ici. Alors du coup, tiens, on en profite. Note Ferox, il a rien trouvé de plus. Bon, je lui ai pas mis des gros paramètres, mais a priori, il a rien trouvé de spécial. Je pense qu'on va plutôt attaquer par l'interface Kibana de toute façon. Donc, du coup, je cherche s'il n'y a pas un exploit connu avec Kibana. Alors, il y a une faille en 661. Et moi, je suis en 654. Donc, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Mais ça dépend si la faille elle est valable sur des versions précédentes à 661 ou si elle ne touche que la 661. Merde, c'est comment déjà? Il faut mettre le numéro 47971. 47971. Voilà, j'y arrive. Donc, est-ce que la faille touche toutes les versions avant ou juste celle-là? J'ai l'impression que ça dit juste celle-là. Touche la 661 et peut-être les versions après. Donc ça m'intéresse pas cette faille-là. Il faudrait que j'en trouve une autre. Alors, à moins que. Elle fait quoi celle-là? Donc, du coup. Là, inject CSV payload dans le truc visualisation. Il est possible de run une commande malicieuse. D'accord. Avec le user du Kibana. Ok. Bon. On se la garde sous le coude, mais vu que c'est pas la bonne version, je vais pas me précipiter dessus. Je vais pas me précipiter. Tu n'as pas follow Neos? Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait? En tout cas, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a plein de nouveaux, c'est sympa. Bonjour à vous. Je sais pas où vous avez entendu parler de moi, mais c'est gentil de passer en tout cas.
Donc, on va pas chercher comme ça, on va plutôt chercher là. Est-ce qu'on a une CVE? Alors, donc en bas. Je cherche Kibana CVE et je vois là mon numéro de version. Donc, je pense qu'il y a une CVE liée au numéro de version. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une RCE. RCE, ça me plaît bien. RCE, c'est quoi? C'est une Remote Code Execution. Donc, ça veut dire qu'on peut lancer du code sur la machine. C'est exactement ce qu'on veut. Enfin, c'est le plus simple, on va dire, à exploiter derrière si on veut en faire quelque chose. Donc, c'est probablement cette faille-là qui m'intéresse. Donc, toutes les versions... Non, les versions avant la 5.6.15 et avant la 6.6.1. 6.5.4, on est avant la 6.6.1. C'est bon. Contiennent un arbitrary code execution flow, d'accord, dans le Timelion. Donc c'est dans la partie Timelion, c'était là. Dans cette partie-là, il y a manifestement de l'injection possible de commandes. Ok. Un attaqueur avec l'accès à donc au Timelion, bah, du coup j'y ai accès, pourrait envoyer une requête qui va tenter d'exécuter du code JavaScript. Ouais. Ça peut ensuite permettre d'exécuter des commandes arbitrairement avec les permissions de Kibana sur le système. Donc, suivant avec quel user il est, on va pouvoir exécuter des trucs. Si le panel canvas n'est pas accessible, il faut regarder ça. Ok, mais j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est quoi le payload, s'il vous plaît? Donc, Open Kibana, ok. Enfin, tapez le payload dans un des visualiseurs Timelion, cliquez sur Run, et ensuite, cliquez sur Canvas. Votre reverse shell va se lancer. D'accord. Donc on a deux payloads possibles. Ouais, c'est de la... Je sais plus comment ça s'appelait, ça. C'est du... On tape dans l'espèce de moteur qu'il y a derrière. Ah, on l'a fait ça plein de fois, mais je sais plus comment on appelle ça. C'est de l'injection, mais c'est pas dans le... C'est l'espèce de modèle. Je sais plus c'est quoi le mot exact, mais il y a un terme technique là-dessus. Où en fait on remonte dans les propriétés, on appelle différentes fonctions, etc. On en a fait déjà, mais je vous avoue que ça remonte à loin, effectivement. Les prototypes, ouais, c'est ça, c'est dans les smart... comment ça s'appelait? Smart model? Je sais plus. C'est les properties, ouais, mais c'est le... On injecte dans le smart, je sais plus quoi. C'était avec du Python qu'on faisait ça souvent, mais je sais plus. Bon, je vais pas commencer à vous sortir des mots si je sais plus les mots. En tout cas, on a un payload qui, a priori, donc, l'injection, elle est là. Hein, on appelle une commande ici. Et c'est celle-là qui est exécutée. Donc, bah, puisque ce payload il me plaît bien, hop. Du coup, on se met dans Timelion, ouais, on l'injecte ici, d'accord. On va falloir que j'édite ça. Et ensuite, ils disent, il faut aller dans le canvas. C'est où le canvas après? Left panel, click canvas, d'accord. On appuie là et ça le déclenche. Et bah écoutez, on va essayer ça. On va se mettre en position pour pouvoir faire ça, tout simplement. Donc déjà, on va rectifier l'injection parce que il faut. Donc là, c'est une injection pour un reverse shell. Donc le reverse shell, il va m'appeler moi, donc il faut que je mette mon adresse IP que j'ai noté normalement là-bas dans mon fichier texte. Tout à fait. Donc 10, 11, 12, 252. C'est mon adresse IP. Ensuite, il va falloir mettre le port sur lequel je veux avoir le reverse shell 1, 2, 3, 4, 5. Ça me va bien. Je vais copier-coller le payload des fois que j'aurai besoin de m'en servir plus tard. Et du coup, côté ma machine, il va falloir que je mette quelque chose pour recevoir ce reverse shell. Donc, j'ai mon fidèle Poncat qui va être là pour ça. Et donc, je vais lui dire d'écouter sur 1, 2, 3, 4, 5. Il est prêt. Poncat, c'est l'équivalent de Netcat, hein, mais avec de la couleur et des petits bonus de simplification pour télécharger, uploader les trucs. Il fait même aussi des scans de failles lui-même. Il a un LinPis en fait intégré. Donc ça lui permet d'avancer aussi des trucs comme ça. Non, tu n'es pas du tout à la bourre, Liti. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Donc, j'ai mon Poncat qui est prêt à écouter, à recevoir. J'ai mon payload qui est prêt à être lancé. Si j'ai bien lu le tuto, je clique sur Run, je vais sur Canva et le reverse shell apparaît par la magie de l'injection. J'ai bien mis la bonne IP, ouais. Donc je run.
Je run. C'est runné. On sait pas. On sait pas. Bon, on va dire que c'est runné. Ensuite, on va sur Canvas. Et là, normalement, on devrait voir quelque chose apparaître ici. Pour l'instant, rien. Le Canvas est en train de loader. Avec mon accent anglais magnifique. Donc le Canvas, il est load. Ça, c'est bon. J'ai cet écran-là. Et là, il me dit, vous devriez voir quelque chose apparaître. Pour l'instant, je ne vois rien apparaître. Donc ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai bien run le truc dans Timelion? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai bien fait comme il faut? Donc, Open Kibana, oui. Copier-coller le payload dans le visualiseur Timelion. Visualiseur Timelion, ça c'est bon. Click Run. J'ai cliqué Run. Je peux recliquer Run éventuellement. Je reclique Run parce que je suis pas sûr. Là, il n'y a pas de... On va lui dire toutes les secondes. Run toutes les secondes. Allez, run toutes les secondes. Je sais pas si ça run. Hein. Je comprends pas bien ce qu'il fait. Et donc là, après, je suis dans le canvas. Et il est censé se passer quelque chose. Je vois rien se passer. C'était peut-être trop simple. C'était peut-être trop simple. Il nous vendait du rêve. Mais peut-être que c'était pas si simple que ça. Et l'autre payload, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, il le lance pas tout à fait pareil. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Hein. Et comme je comprends pas tout à fait ce que c'est le canvas et le Timelion, je sais pas trop ce que je fais mal en fait. Hein. Bon, je vois bien la gueule de l'injection. Effectivement, ça ressemble à des trucs qu'on a déjà fait. Je pourrais pas vous l'expliquer là en 2 secondes, mais je vois le genre de truc. On appelle une méthode qu'on devrait pas appeler parce qu'on remonte en fait. On remonte dans la hiérarchie de ce qu'on a le droit de faire. Et on appelle une méthode qui normalement était un cran au-dessus finalement de ce qu'on avait le droit d'utiliser. Mais pour autant, il se passe rien. Alors que je me suis mis en écoute sur le port que j'ai indiqué là. J'ai mis la bonne IP. J'ai mis la bonne IP. Ouais. C'est peut-être un problème avec Pawn4. Ça arrive aussi, effectivement. C'est possible. Je vais quand même essayer l'autre payload pour être sûr. Je vais essayer l'autre payload pour être sûr quand même. Mais sinon, effectivement, ça peut être un problème Pawn4. Hein, tout à fait. Alors, l'autre payload, je le reconfigure juste en mettant les bonnes IP. Donc, moi, ou c'est peut-être moi qui a fait une faute de frappe dans l'IP, mais non, c'est 10.11.12. Hein. 10.11.12 252. Ça, là-dessus, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc je vais prendre plutôt ce payload là. Je sais pas, hein, on va tester. Je sais pas lequel est. Non, il m'a pas copié-collé. Ça, c'est toujours le premier. Je veux l'autre, moi. Voilà. Donc la syntaxe est un petit peu différente là au niveau du bash et il n'y a pas le process exist à la fin là. Je sais pas si ça change quelque chose. Donc on va essayer celui-là. Donc je fais run encore. Mais j'ai l'impression que run ça fait rien en fait. C'est ça qui me titille. Quand on fait run, on voit rien qui se passe quoi. Et donc ensuite canvas. Canvas c'est là. Après, la faille est peut-être pas possible. Hein. En fonction de la box et du contexte du child process, il y aura sûrement besoin de bash-c pour avoir la redirection réseau qui vont bien. Bah, j'essaye justement, là, j'essaye avec le bash-c. Mais ça n'a pas l'air de marcher mieux. Alors peut-être c'est Netcat qui est déconnant, hein, c'est possible. Bah, Pawn4 du coup. Je peux éventuellement remplacer ça par Netcat, voir si ça marche mieux. En fait, je comprends pas c'est quoi l'élément déclencheur. Ça se déclenche tout seul ou... A priori oui, hein, si je vois il y a 1 seconde là, donc c'est toutes les secondes, il redémarre normalement. Donc ça voudrait dire que toutes les secondes il fait des tentatives, mais on voit rien nulle part en fait, c'est ça que je... Est-ce qu'il faut créer un WordPad? Est-ce qu'il faut... Peut-être faut que je crée un WordPad.
et que j'ai rajoute un élément dedans. Parce que le timelion, là, il faut l'intégrer quelque part, non? Je sais pas, data table, voilà, allez, zou. Data source, timelion, ah, alors c'est peut-être là, du coup. C'est peut-être ici, il faut que je le mette, mon payload. J'ai pas l'impression que celui que je mets de l'autre côté, il sert à quelque chose, en fait. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Si j'y arrive. Donc, je reprends, on va prendre le deuxième, peu importe, mais hop. Donc, query, ça. Query ça, intervalle auto si tu veux, je save. J'ai l'impression que ça save des masses. Bon, je vois toujours rien se passer. Je vois toujours rien se passer. To show you to use timeline queries to pull back time series. Ouais, d'accord. Pourquoi ça fait rien en fait? Ça a fait quelque chose quand j'ai sauvegardé? On sait pas. On sait pas. Et là, on sait pas ce qu'il fait. Ouais. C'est pas extraordinaire pour l'instant. Il refresh à l'infini. Ça, c'est peut-être bon signe qu'il refresh à l'infini, mais. Refresh manually, ouais. Refresh toutes les 5 secondes, allez. Bon, on voit rien qui se passe. On va essayer avec Netcat quand même. Pour être sûr que c'est pas un problème de. Donc là. Donc je listen. Je listen. Est-ce que quelqu'un essaye de se connecter à moi? Ou est-ce que mon VPN a sauté? Bah non, sinon je me rendrai compte quand même. Pour l'instant, c'est pas super flagrant leur truc. C'était censé être le payload super facile. J'ai pas l'impression qu'il soit très facile. Donc potentiellement c'est cette faille là, mais je l'exploite pas comme il faut parce que bah, je sais pas m'en servir, quoi. Bon. Est-ce qu'il y aurait des explications de comment ça marche exactement? Attendez, on en avait plusieurs fois. C'est toute la même faille, hein, donc on va regarder un petit peu les autres exploits qu'ils expliquent comment ça marche, parce que je dois oublier une étape. Il doit y avoir un truc qui marche pas. Tac. Ouais, non, ça c'est plus le petit script Python là qui ferait ça tout seul. Bah pourquoi pas, mais bon. Donc là, il fait le reverse shell tout seul. Et comment il se configure ce truc? Hop, licence. Donc, -u, adresse. -h pour le reverse, shell. Et ça t'ouvre le shell. Bon, on peut essayer, hein. On peut essayer. Save page. Hop là. Donc, au lieu de le faire à la mimine, je regarde un script qui est censé le faire en automatique. Je remets mon podcast et on va essayer ce script qui est censé le faire en automatique. S'il est si bien que ça. Hop là. Ça, c'est des vieux trucs. Donc. Non, même pas besoin. Donc, Python. 3, CVE. Ok. Alors, comment ça marche? Donc, -u. L'adresse de la cible. Donc, c'est HTTP. Donc, 10.10.127.66. Port 56001. Là-dessus, on est d'accord. -host. Donc, ça, c'est moi. Pour le reverse shell,
Donc 10, 11, 12. C'est sûr que ta version de Kibana est vulnérable parce que c'est avant la version que tu as une version spécifique parmi celles qui sont après. Ouais, après, il te dit toutes les versions avant la 6.6.1. Donc, théoriquement, je suis dedans. Mais après, effectivement, il y a peut-être d'autres failles. Hein. Là, je pars sur celle-là parce que c'est celle qui est la plus visible. C'est celle qui est la plus listée, on va dire. Mais effectivement, peut-être que c'est pas ça. Bah, si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein, on cherchera autre chose. Donc, shell, reverse shell. Alors, il va peut-être le faire tout seul d'ailleurs. Faut peut-être pas que je mette en écoute. Ouais, non, à mon avis, il va se le faire tout seul. Donc, faut pas que je mette un truc en face. Donc, tac, tac, tac. Tout ce qu'il faut pour le reverse shell. Est-ce que ça marche? Non. Cannot exploit. Ah bah, peut-être c'est pas exploitable. Ou alors c'est du Python 2 peut-être. Ça c'est une possibilité des fois. C'est pas du Python 3. Ça peut arriver. Ouais. C'était pas du Python 3, c'était du Python 2. Donc, la faille existe peut-être. Kibana 661 RCE vulnerability. Voilà. Reverse shell completely, pick shell session on. Oui, d'accord. Donc, si, il faut quand même que je le laisse à écouter. Autant pour moi. Autant pour moi. Attendez, on va plier un peu, ce sera plus joli. Ok. J'écoute donc. On recommence. Plouf, plouf. Reverse shell complete. Ouais. J'ai rien qui vient. Reverse shell complete, mais j'ai rien qui vient. Et ça m'embête. Ça m'embête. Pourquoi j'ai rien qui vient? Alors qu'il me dit que c'est OK. Donc il me dit la faille existe peut-être parce qu'a priori j'ai la bonne version. Il a l'air de tout bien faire, sauf que ça marche pas. Problème de point 4, ouais. On va essayer avec Netcat encore une fois, mais ça avait pas l'air de marcher mieux avec Netcat en fait, c'est ça qui me chagrine. Je mets Netcat. Non, ça n'a pas l'air de se connecter plus. Ou alors, qu'est-ce qu'il demande quoi en fait? Chaque session, il m'a ouvert des trucs? Ouais, non, j'ai rien d'ouvert là. Ah si, elle est là. Oui, mais c'est en listen, oui, d'accord. Donc non, j'ai rien. J'ai rien qui s'est connecté à moi, donc l'exploit n'a pas l'air de marcher. L'exploit, c'est bizarre parce qu'il dit tout bien, ça a l'air de se dérouler comme il faut, mais au bout du bout, ça ne marche pas. Si j'essaye un autre port, peut-être que je l'ai planté et du coup, il faut aller chercher ailleurs. Ouais, non, j'ai même pas de tentative de connexion, donc c'est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Peut-être que je vire tout ce que j'ai fait là. Mes conneries de. C'est une machine HTB? Non, c'est une machine Try Avec Me. Tu peux faire point d'exclamation box si tu veux le détail de qu'est-ce que c'est. Je vais virer tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Des fois que ça poserait problème. Mais c'est pas. C'est peut-être pas cette faille-là. Hein. Tout simplement. C'est peut-être pas celle-là. C'est dommage parce qu'elle avait l'air bien. Ouais, non, il n'y a vraiment rien qui essaye. Hein. Si je mets pas shell. Oui, il vérifie pas, tout simplement. C'est bizarre parce que quand tu mets shell, il vérifie. Donc il voit bien qu'il y a une. Il te dit, ouais, c'est bon, j'ai créé le truc. Ça a fonctionné comme il faut. C'est étonnant. Je me suis pas trompé d'IP. 127,66. 127,66. Non, de toute façon, il trouve bien Kibana. Et moi, je suis bien là. Mais pour autant, j'ai rien. Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas fait et qui nous pose souvent problème. C'est mon fameux 7MTU là. Je le refais.
Combien de fois ça m'a posé problème et ça m'a fait peur pour rien. On va essayer. Alors le MTU, c'est juste la taille des paquets réseau entre moi, le VPN, TryHackMe, etc. Et des fois, ça pose des tas de soucis. Mais pour autant, non, il y a pas, ça a pas l'air de marcher mieux. C'est pas ça le problème. Donc, bah, c'est que c'est pas le bon exploit, hein. Pas le bon exploit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? C'est chiant. Parce que tout le monde avait l'air d'accord pour dire que c'est celui-là quand même, hein. C'est pour ça que c'est un peu dommage. Report for Docker Kibana 654. Vulnerability Kibana 654. Si, pourtant, ça a l'air d'être ça, hein. Prototype pollution. Ouais, ça, prototype pollution. Et mode code execution. C'est pas invisible et en fait, ça a fonctionné. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, normalement, j'ai mis verbeux, donc je devrais avoir un retour. J'ai mis le "-v" pour avoir justement le mode verbeux. Il devrait au moins me dire il y a une connexion depuis telle machine vers moi, en fait. Donc ça devrait marcher. Bah, TryHackMe, elle est là. Bon, bah, bon, là, il y a le tuto, il y a la soluce, là, et elle dit la soluce, c'est le bon exploit. Donc, c'est le bon exploit, mais il ne fonctionne pas pour une raison X ou Y. Il va falloir que je trouve une autre méthode pour le faire. C'est bizarre, quand même. Bizarre, parce que c'est vraiment censé être celui-là, du coup. Qu'est-ce qui pourrait planter? Qu'est-ce qu'il fait exactement, ce truc? Alors. Vérifie. Donc ça. Alors. Il récupère. Ça, je pense c'est juste pour récupérer, voilà, qu'il y a un time lion. Run. Ok. Il est où l'exploit? Il est là. Donc le payload, il est là. On a bien exec. Bon, là, il fait une autre forme de reverse shell, mais au final, c'est globalement la même chose que ce que j'ai fait. Non, ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de finesse, hein, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là, et pour autant, ça marche pas. Moins U, moins host, moins port, moins shell. Je me suis pas bourré dans les syntaxes. Moins U, moins host, moins port, moins shell. Non, c'est ça. Donc, l'URL, c'est bien en HTTP. On est en HTTP. Oui, on est sur le port 80. Hein. Oui, on est en HTTP. Ça, c'est bon. Peut-être que je vais me mettre sur une autre page pour pas que ça dérange le time lion, je sais pas. J'ai tout remis par défaut, donc ou alors c'est qu'à trop jouer avec, je l'ai cassé. On va rebooter la machine peut-être. Qu'est-ce qui peut déconner? Est-ce que j'ai d'autres exploits disponibles? Donc moi j'ai pris celui-là. Hein. De toute façon c'est le même. Attends, j'ai pris lequel moi? Celui-là? Non, ça c'est pas GitHub. Donc, ouais, non, moi j'ai pris celui-là. Ouais, ça c'est celui que j'ai pris. Dans sa petite démo, il dit quoi? Donc il a son netcat qui attend. Et pouf, ça tilte le netcat. Ou alors c'est le port. Bêtement, ce serait ça qui va pas? Si je mets que 1, 2, 3, 4? Ouais, mais non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, hein, mais... non. 1, 2, 3, 4. Voilà. Non, il n'y a rien qui vient, en fait. À aucun moment, il essaie de se connecter. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tout le monde y arrive sauf nous? Enfin, sauf moi. C'est bien dommage quand même. Que dit le readme? Donc, usage. Tac, tac, il n'y a rien de plus. Il n'explique rien. Mais ça a l'air d'être l'exploit officiel.
Ça a l'air d'être l'exploit officiel. Alors, qu'est-ce qui pourrait déconner? Tout ça, c'est bon. Faudrait que je redémarre la machine, peut-être? On a déjà eu des cas comme ça, hein, donc c'est possible que ce soit la... je vais la redémarrer. On va la redémarrer. Peut-être que j'aurais pas dû jouer avec, je ne sais pas. Je redémarre la bécane. Ça va la reset. Ça n'a pas l'air de reset grand-chose. Il tourne toujours? Non, c'est pas ça que je vais faire. Il est éteint? Oui, il est éteint. Je vais même fermer le navigateur, parce qu'après tout, on n'en a pas besoin. J'attends que la machine redémarre. Il y a encore 30 secondes avant de m'afficher l'adresse IP. Ça va peut-être changer du coup. Mais normalement, non, j'ai tout bien fait. C'est très frustrant parce que, a priori, j'ai tout bien fait. Je vérifie mon MTU quand même pour être sûr. Non, il est OK. Donc là-dessus, on est bon. J'ai mon VPN qui est monté. J'ai accès à tout. C'est bon. Donc ça, c'est OK. Donc là, je suis dans des conditions normales. L'adresse IP a changé. Donc du coup, c'est la nouvelle. Je me la note. OK. Et donc du coup, si je retente l'exploit. Alors, je me remets en écoute. On va mettre 1, 2, 3, 4. On est en écoute net 4, donc classique. Et là, donc, l'IP a changé. Maintenant, c'est 115.47. Donc là, on est sur un Kibana tout propre. J'ai rien touché à rien. Je lance. Connexion refuse. Il n'a pas encore fini de démarrer. Ok, je comprends. Normal. On essaye. Connexion refuse encore. Il n'a pas fini de démarrer. Ah, ça peut être long. J'espère que ça va pas être trop long. Est-ce que je lance au moins un petit Firefox pour voir quand est-ce que l'interface a démarré? Ah, ça mange pas de pain. Je touche à rien. Là, ça a démarré. Et du coup, côté Kibana, 56.01. Il n'est toujours pas démarré. C'est long, hein? Est-ce que le Kibana n'était pas planté? J'adore apprendre du ML en ayant un live hacking en fond. Du ML? C'est quoi du ML? Machine learning, c'est ça? La machine learning, oui. Ok, ok. Bah écoute, bon apprentissage de machine learning. Alors, Kibana Server n'est pas encore prêt. Oui, bah vas-y, prépare-toi. C'est pas qu'on attend, mais on attend. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il essaye même pas de se connecter chez moi, quoi. Donc le payload qu'on lui envoie n'est jamais exécuté. Et ça, bah, c'est pas rassurant. C'est étonnant quand même que ce soit pas. On va regarder ce qu'on va faire, on va regarder les questions. Pour voir si ça nous permet d'avancer un petit peu. Donc, quelle est la vulnérabilité qui est spécifique au langage de programmation basé sur le prototype? Ben, justement, c'est le prototype pollution. Prototype pollution ou injection, je ne sais pas ce qu'il attend exactement comme réponse. Prototype pollution. Donc, quelle est la version du dashboard installée sur le serveur? Donc, c'est 6.5.4. 6.5.4, oui, c'est ça. Hop. Quelle est la CVE? A priori, on part sur une... C'était 2019... C'est combien? 2019, 7609. Donc a priori, on a tout bon pour l'instant. Hein. 7609. Ça, c'est bon aussi. Donc, maintenant, compromise the machine. Donc, c'est le bon exploit, on a tout bon. Mais pour autant, on a tout bon, mais ça marche pas. Attendez, je me remets ça là. Voilà. Hop.
Donc, on a tout bon, mais ça marche pas. Pourquoi? Time out. Commence. Ah, ça y est. Bon, fallait reset la machine. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça marchait pas tout à l'heure. Fallait reset la machine. Au moins, ça y est, on l'a. On va tout de suite le sécuriser en faisant un deuxième vers du PwnCat. Comme ça, on aura deux reverse shell, dont un secure. Donc, je le sécurise tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et on va mettre un petit reverse bash. Où c'est qu'il est? Ça va être ça. Ouf. Est-ce que ça me l'a ouvert? Oui. Ok. Voilà. C'est quand même plus joli dans PwnCat. Hein. Ok. Donc là, on a donc notre reverse shell propre, joli, en PwnCat, et avec le TTY, hein, la session complète. Allez, 10 minutes pour route la machine, ça se tente. Mais oui, ça se tente. Surtout qu'on a déjà un indice. Hein. Je rappelle. Hop là, qu'est-ce qu'on a noté tout à l'heure? Welcome, Linux capabilities is very interesting. Je pense qu'il va être question de capabilities. En général, qu'est-ce que je fais quand on est là? Bon, déjà, est-ce qu'on a un flag user? Normalement, oui. Hein. Donc, si je regarde dans mon home, ici, oui, on a un flag user. Donc, on va le prendre déjà. Ça, ce sera fait. Hop. Donc, Kibana avait une grosse faille RCE. Ok, c'est vu. Hop là. Là. Ça, on le met. Après, on regarde pas plus loin, mais j'ai déjà vu le mot capabilities. Hein. J'ai mes yeux qui traînent, et donc j'ai vu capabilities sur la page, là, ici, là, et ici. Hop. Mais, de toute façon, on avait déjà récolté l'indice comme quoi il va être question de capabilities. Donc, normalement, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Je suis donc avec un user qui bat. Maintenant, on veut être root. Le PwnCat permet le pretty shell automatiquement. Oui, il fait le pretty shell, il fait full TTY. Full TTI, je sais pas comment on prononce, mais voilà, il te le fait directement. C'est pour ça que je préfère PwnCat en fait. Et puis plus il y a des jolies couleurs et tout. Et en fait, là, tu as des scripts pour download, upload directement et autopwn. Il y a du linpiece en fait embarqué. Tu peux lancer des scripts de linpiece, etc. Donc il y a pas mal d'outils sympas. Bon, je m'en sers pas trop parce que moi c'est plus pour l'aspect esthétique, mais il y a plein d'outils sympas que tu peux utiliser avec PwnCat qui sont là pour ça justement et qui sont très intéressants. Bon, là, en l'occurrence, donc, moi, je suis Kiba. Là, je suis user Kiba, je veux devenir user root. On regarderait plusieurs choses. On regarderait dans les cron tabs s'il y a quelque chose. On regarderait dans le sudo s'il y a quelque chose. On regarderait les SUID s'il y a quelque chose. Et à la fin, je regarderais les capabilities. Comme j'ai vu des gros indices qui parlaient de capabilities, on va commencer par les capabilities. Voilà. Je vais quand même faire un petit sudo pour la forme. Mais je pense pas. Non, ouais, voilà, full user, donc je peux pas. Mais bon, on a eu des indices disant capabilities, on va aller chercher les capabilities. Donc capabilities, c'est getCap, si je me rappelle bien. C'est getCap moins quelque chose, moins R. Moins R slash, voilà. Et je veux pas qu'il m'affiche les erreurs. Donc, donc qu'est-ce que ça fait ça? En fait, il va me lister les binaires qui ont des capabilities particulières. Les capabilities, ça veut dire que le binaire endosse des droits spécifiques en plus de ceux qu'il devrait avoir de base. Déjà, là, je vois celui-là. Typiquement, bah, en plus, c'est dans un répertoire qui s'appelle Hack Me Please. Bon, d'accord. Ok, il y a des panneaux fléchés. C'est ça, le binaire qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, en fait, dans ce truc-là? Normalement, le binaire Python 3, il a ses droits à lui. Donc, c'est quoi l'objectif du stream? C'est de devenir root de la machine et donc de hacker la machine. Voilà, de devenir administrateur principal de la machine. Donc là, on est un user qui n'est pas administrateur principal, qui n'a pas tous les droits. Le but, c'est d'arriver à être le user qui a tous les droits. Donc globalement, Python 3, de base, c'est un binaire, donc pour exécuter du Python, il a les droits du contexte dans lequel il est lancé. C'est-à-dire que si je suis un user qui bat et que je lance la commande Python, elle aura le droit de faire que ce que fait la commande Python. Si elle était dans les sudoers, on pourrait éventuellement faire un sudo Python, et là, on aurait les droits root. Si le binaire Python avait un SUID,
Le SUID, alors attendez, je vais arrêter ça, ça sert à rien de le laisser tourner. Ce sera clairement ce binaire-là qu'il faudra faire. Mais je vous explique juste. Donc s'il avait un SUID, le SUID en fait ce sera à la place du X là, à la place de chaque X en fait. Si vous aviez un grand S, ce serait le SUID. Donc ça voudrait dire que quand vous le lancez, il endosserait automatiquement les droits à route. Automatiquement, juste en le lançant comme ça, en faisant rien de plus. Donc ça, c'est s'il avait le SUID. Là, il l'a pas. Donc s'il était sudo, vous ferez sudo. Et donc là, c'est ni sudo ni SUID, mais c'est la capability. C'est-à-dire que le binaire n'a pas le SUID, n'a pas le sudo, donc il n'a pas des gros droits comme ça, mais il a la capacité de régler le set UID. Donc on lui a donné le droit de changer, enfin de lancer cette commande-là, si vous voulez. C'est une commande système, quoi. Le set UID, c'est la commande système. Alors, je dis système, c'est peut-être pas le bon mot exact, mais c'est une commande qui permet de définir quel va être le user. Si vous faites un set UID entre guillemets, enfin ça doit être entre parenthèses 0, ça veut dire première commande, mets-moi route. Et après, commande suivante, fais autre chose, quoi. Mais le set UID, ça veut dire mets-moi route. Et comme il a la capability de le faire, eh ben, il a le droit de le faire. Donc, ça veut dire que je peux devenir route en lançant ce binaire-là et dans ce binaire-là, en faisant tout un programme qui dit mets-moi route, puis ouvre-moi une session, en fait. Fais-moi bash, quoi, globalement. Donc, ça va vouloir dire faire... je ne sais pas le faire de tête, on va chercher sur Internet. Donc, Python. Je me demande si c'est pas dans les bins... dans les GTFO bin. Je sais plus si c'est listé les capabilities. Je sais qu'il y a les sudo et les SUID, mais je sais pas s'il y a les capabilities de citer, si elles y sont. Ok. Donc voilà un petit peu. Suivant, qu'est-ce qui... En fait là, GTFO bins, hein, c'est pour... J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est la liste en fait des choses qu'on peut faire pour ouvrir des sessions, enfin pour exploiter des droits un peu abusifs sur les binaires. Donc là, on part du binaire Python. Qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il avait des droits abusifs? Bon, déjà, il a le droit, s'il avait juste un droit shell, il a le droit d'ouvrir une session shell. Donc voilà, Python, il a le droit d'ouvrir une session shell. Il a le droit d'ouvrir un reverse shell aussi, si on peut faire des trucs avec. On peut faire du upload, du download, bon, ça on s'en fout. S'il avait le fameux SUID, là, que je vous disais, le S en fait ici, à la place du X. S'il avait le S à la place du X, eh ben, il aurait le droit d'endosser les droits root. Donc quand il fait ça, quand il ouvre un shell, ce serait un shell root. Voilà. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas le SUID. Si j'avais le sudo, même chose, j'ouvre un shell, puisque j'ai le sudo, j'ouvre un shell root. Nous, ce qu'on a, c'est la capabilities. Il le dit, si tu as la capabilities de faire le set UID, il y en a plein des capabilities, hein. On en voit quelques-unes après, là. IP utile en a d'autres, DTEC virtuel en a d'autres, mais elles ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette capabilities-là, c'est-à-dire celle de changer les droits de l'utilisateur, en fait. Donc, si tu as cette capabilities-là, alors tu peux faire un script qui dit, et là tu as l'exemple en dessous, donc, import OS, bon ça c'est pour avoir la fonction, donc justement, mets-toi route, et une fois que tu t'es mis route, ouvre un shell, voilà. Donc en fait, je vais lancer ça, je lance Python, Python a la capabilities, donc a le droit de lancer set UID, dans le programme, je lui dis, donc dans mon programme Python, je dis set UID, 0, donc 0 c'est route, hein. Après tu pourrais mettre tu peux mettre n'importe quoi en fait, SUID, ce que tu veux. Les users sont listés par numéro de... En fait, vous avez la liste hop là. Vous avez les numéros des users dans ETC Password. Ils sont là en fait. C'est le premier chiffre que vous avez là. Attendez, hop là, on verra mieux. Donc, c'est ce chiffre-là en fait. Si je mettais 1, bah, je serais le user daemon. Si je mettais 2, ce serait le user bin, etc. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le user 0, c'est le user root, parce que c'est celui qui a le plus de droits, quoi. Mais je pourrais me faire passer pour n'importe quel user, puisque Python a le droit de le faire. Donc si Python a le droit de le faire, hop hop hop, je récupère le script. Tac. Donc je vais me mettre dans le bon répertoire. C'était dans hack je sais plus quoi. Voilà, hack me please. Tac. Donc on appelle le binaire Python 3, on lui dit donc import la librairie d'OS,
utilise la fonctionnalité setUID que tu as le droit de faire puisque tu as la capability, mets-toi route. Et une fois que tu t'es mis route, ouvre-moi un shell et ma foi, ce sera fini. Tada! Alors, ça cache un peu mon affichage de Pwncat, mais globalement, c'est marqué là, hein, je suis route. On va faire un petit ID pour vérifier, mais voilà, je suis route. Donc je suis route parce que Python avait le droit de fixer les SUID, enfin le set UID, et a le droit de lancer d'autres commandes. Donc il a le droit déjà de base de lancer les commandes shell, hein, il a le droit d'ouvrir un shell, ça y a pas de problème, et il a le droit d'ouvrir donc une commande shell en étant route. Donc, eh bien, il s'est ouvert un shell route. Et ma foi, voilà. Eh bien, vous voyez, en 10 minutes, c'était jouable. Bon, ça va, ok, c'était super fléché au niveau des indices, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'était jouable. Et donc, on a le flag ici. Hop. J'aime bien les capabilities parce qu'on n'en fait pas souvent. Et ça m'entraîne, mine de rien. Bon, là, c'était une simple, hein, mais... hop. Donc, du coup, exploite. Comment est-ce que tu lises toutes les capabilities? Bah, ça, je l'ai fait, c'est getCap -R. R pour récursif, hein, et tu pars de la racine. Donc en gros, c'est le slash, c'est pour dire je démarre la racine, parcours tous les binaires, dis-moi ceux qui ont des capabilities. Voilà. Donc ça, ouais, c'est bon. Et donc le flag, pif paf pouf. Machine terminée. Alors, comment tu fais pour changer les capabilities? Pour corriger. Alors, de base, normalement, il n'est pas censé les avoir, hein. Le Python 3, de base, il n'a pas cette capabilities-là, hein. Ça a été rajouté exprès pour le live. Enfin, pour le catch de flag. Celui qui a fait la machine, il a dit tiens, je vais mettre cette capabilities-là, ça va permettre de faire une faille de sécurité. Si tu veux les changer, c'est setCap. Alors, par contre, je n'ai pas la syntaxe exacte, hein, mais c'est setCap. Tu lui dis, donc, setCap, du coup, Python 3, hein, mais à un moment donné, il va falloir lui dire c'est quoi la capability que tu veux lui donner. Il y a toute une liste, je la connais pas par cœur, mais en gros, c'est setCap. Si on fait un petit man. Est-ce qu'il y a des exemples? Toc, toc, toc. Non, il n'y a pas d'exemple. Bon, là, je suis sur un shell un peu dégueu. Je vais me mettre là. J'y verrai plus. Je suis plus route, mais au moins, je verrai un peu mieux les... Est-ce qu'il donne des exemples? Cap from text, cap from text, capabilities. On peut pas lister les capabilities? Ah, faudrait les connaître. Il doit y avoir une liste quelque part, hein. Je l'ai pas là, je sais pas où elle est exactement, mais en fait, quand tu as. Hop là. Getcap. Python 3. Là, ce mot clé là, en fait, c'est ça qu'il faut que tu y mettes. Donc, si tu veux rajouter cette capabilities là à un autre binaire, un binaire Toto, peu importe, tu ferais setCap, Toto, et le nom de la capabilities. En l'occurrence, tu recopies exactement ça, en fait. Cap, setUID. Et tu lui donnes, quoi. Tout simplement. Donc là, il y a quelqu'un qui a eu un exemplaire de Python 3 avec la capabilities donnée. Moi, typiquement, je le fais sur mon Nmap. Parce que comme je suis dans une WSL, mon Nmap, il a la capabilities. Alors, je sais plus si je l'ai foutu où, ça. C'est dans mon profil. Ça doit être dans le bashrc. Bah non, c'est pas bashrc, c'est... merde, c'est... Non, c'est comment ça s'appelle déjà? C'est plus bash maintenant, c'est... putain, je suis pas sur un shell bash, je suis sur un shell... Z, voilà, ZSH. Donc, je l'ai mis dans mon ZSH. En fait, je donne la capabilities à Nmap. Je sais plus où je l'ai mis. Ça doit être à la fin. Touk, 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 touk. Parce que normalement, Nmap, quand je lui mets... donc là, il y a le privilège, mais il y avait un autre truc quelque part. Où c'est que je l'ai mis? Non, je lui ai pas mis un setCap. Je croyais que j'avais fait. J'ai souvenir de l'avoir fait. Peut-être que je l'ai enlevé depuis, je sais pas. Parce qu'en fait, Nmap, il y avait certaines options où en fait, fallait être en sudo, quoi. Fallait avoir une autorisation route. Donc, en fait, pour faire le "-a", normalement, pour faire le nmap "-a", il faut faire un sudo devant. Il faut être route. Et moi, j'ai pas besoin parce que j'ai mis la capabilities. Donc, normalement, si je fais un get... oui, d'accord, mais il est où le nmap? Je sais plus où il est.
Il doit être dans bin, j'imagine. Nmap, voilà. Voilà. En fait, si on regarde là-dedans, je lui ai rajouté quelque chose. Enfin, à une époque, je lui ai rajouté. Je sais plus si je le fais encore ou si ça a été corrigé depuis. Mais je crois que je lui rajoute celui-là, la cap net admin. Je lui ai rajouté un droit en tout cas. Il me semble qu'à une époque, je le faisais tout le temps. Je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à une époque, je lui rajoutais un droit pour justement qu'il ait tous les droits route sans être route. Enfin, les droits qu'il a besoin. Donc, il avait besoin d'être net admin en fait. Donc, je lui ai rajouté ça. Et comme ça, t'as pas besoin de faire un sudo devant. T'as pas besoin de faire ça en fait pour faire ton moins 1. Il a déjà tous les droits parce qu'il a déjà la capabilities. Et en l'occurrence, moi, c'est pas une. Enfin, ça pourrait être une faille de sécurité là, mais là, je suis dans une VM chez moi, je m'en fous. Mais si je regarde Nmap, a priori, il n'y a pas de faille de sécurité à lui mettre cette capabilities là. Je vérifie, mais je sais même pas s'il y a. Ouais, non, il a même pas listé ça comme faille. Donc, il n'y a pas de faille connue entre Nmap et avoir une capabilities un petit peu élevée. Il n'y a pas de faille connue pour ça. En tout cas, pas sur celle que je lui ai mis. Donc, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais plus où je règle ça. Je crois que c'était dans le RC, mais je le vois pas. Donc, je dois bien avoir un set cap quelque part. Non? Bah, c'est moi qui rêve alors. J'étais persuadé de l'avoir fait à une époque. Peut-être qu'il n'y a plus besoin. C'était peut-être une version ancienne de Nmap. Parce que je sais que je Nmap en version privilège, là. Donc ça, c'est pour lui dire justement d'escalader et de faire les trucs un peu avec des gros droits. Mais il fallait lui donner la capabilities. Mais peut-être que maintenant, il l'a par défaut. Je sais pas. Je sais plus ce que je fais là-dessus. Ça remonte tellement à loin. Une fois que tu as setup ta VM, hein, il touche plus. Donc, bah, je ne sais plus. Bref, en tout cas, on aura vu les capabilities et on aura fini dans les temps. Et ouais, c'est beau. Donc, un petit résumé de qu'est-ce qu'on a fait. On a exploité Kibana. C'est pas ça. C'est plutôt ça, en fait, la CVE, là. On a donc utilisé une CVE connue. Alors, je sais pas pourquoi on n'a pas réussi à la faire à la main. Manifestement, le faire manuellement, on a eu des soucis. Mais en tout cas, une fois qu'on a redémarré la bécane, on a réussi à la faire de manière automatique. Et bah, tout de suite, c'est plus simple. Mais bêtement, a priori, hein, on avait tous les éléments. C'est-à-dire que vraiment, il faut mettre un payload dans le timelion, ouvrir le canvas, ça exécute le timelion. Ça fait donc du prototype. Merde, j'avais le mot tout à l'heure. Prototype, pas injection, mais pollution. Voilà, pollution. Et avec ça, bah, ça permet de faire rouler un reverse shell, enfin d'exécuter n'importe quelle commande OS en fait. Donc un reverse shell. Et une fois qu'on avait le reverse shell, escalade via capabilities qui était fléché dès le départ. Ben écoutez, sympathique. Man capabilities, et il y a la liste de toutes les capas. Capabilities. Ah ouais, elles sont là, effectivement. Donc moi, typiquement, mon Nmap, il a celle-là. Là. Le cap netadmin, je pense pas que c'est par défaut. C'est moi qui a dû la rajouter, mais je sais plus comment je fais ça. Je sais que je le fais, mais je sais plus où et quand. Je me demande ou alors c'est dans mon script de mise à jour, peut-être. Ah, attendez. Parce que ça me perturbe. Donc je veux avoir le fin mot de l'histoire. Je crois que c'est dans mon script de mise à jour. Ouais, c'est ça. C'est ici. Ah, je lui en donne plus que ça, même. En fait, toutes les capables que vous avez vues, c'est moi qui les ai mis. Les capabilities qu'il a, là. Donc, hop là. Nmap. En fait, toutes celles qui sont là, en fait, il n'y en a aucune d'origine. C'est moi qui les ai tous rajoutées. Et donc, je le fais sur bin et sur userbin. Bon, ça doit pas servir à grand chose, mais il y en a un des deux qui est bon, en tout cas. Et en fait, ça, là, ces deux lignes-là, ça me permet de lancer Nmap sans être root. Et du coup, de pouvoir faire mes Nmap sans arrêt, sans être obligé de faire un sudo su au départ, voilà, pour être root. Et une fois que je suis root, ok, je peux y aller, je peux faire mon Nmap et tout machin. Comme c'est chiant et que je fais ça tout le temps en live des Nmap, et bah, je m'étais mis les capabilities pour pas avoir besoin de l'être, en fait. Et donc là, quand je fais mon moins A, c'est le moins A surtout hein, qui est important. C'est pas le moins P, mais c'est surtout pour le moins A. Il n'a pas besoin d'être root et donc ça roule et tout machin. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez, ça aura permis de réviser un petit peu les capabilities. J'espère que ça vous a plu. La machine n'était pas dure, mais tant mieux. C'est le but. Hein. On est là pour faire des machines easy pour apprendre des trucs. Donc j'espère qu'on a appris des trucs. C'est intéressant. Je connaissais pas les capas. Du coup, je vais apprendre ça. Bah écoute, alors, je te rassure. Hein, il y a quelques mois, je les connaissais pas non plus. Mais on s'est fait avoir en fait. Il y a parce que je disais tout à l'heure, quand on fait de l'escalade de privilèges, on est un user de base et on veut devenir root.
Moi, j'ai ma petite shortlist qui est vérifier les cron tabs, vérifier les sudo et vérifier les SUID. Voilà, c'était ma shortlist. Et puis, on s'est rendu compte, je crois que c'est cette année, mais on avait déjà eu avant, mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'ai tendance à oublier. Mais de temps en temps, on rencontrait des cas où c'était aucune des trois pour faire de l'escalade, alors que c'est quand même les trucs les plus souvent rencontrés quand on fait des machines easy, hein, des machines faciles. Et du coup, on était tombé sur un capabilities et je m'étais dit, bah oui, il faut que je me la mette dans ma shortlist quand même, parce que ça arrive quand même assez souvent que c'est des capabilities. Et donc, bah du coup, je l'ai mis dans ma shortlist. Donc maintenant, je sais manipuler les capabilities, mais rassure-toi, c'est pas inné. Et d'ailleurs, honnêtement, quand j'étais administrateur système, j'en avais jamais entendu parler. J'en avais pas besoin en fait. C'est vrai que les capabilities, a priori, tu t'en sers pas plus que ça. Mais ça te permet de mettre des droits plus fins que faire du sudo. Parce qu'en général, quand tu es administrateur système, tu fais des sudo. Tu autorises des users et des binaires à être lancés avec certains droits un peu plus élevés et tout machin. Mais c'est pas beau, c'est pas propre. Avec les capabilities, c'est beaucoup plus fin. Tu peux dire, bah, je veux donner certains droits, mais pas tout. Voilà, tu n'endosses pas tous les privilèges. Après, il faut quand même faire gaffe que ça ne permette pas de faire d'échelle, mais voilà, t'as quand même des possibilités d'affinage de droits qui peuvent être sympas. En sysadmin pro, j'utilise des capas pour du Docker rootless. Ouais, voilà, typiquement sur du Docker, ça me paraît pas déconnant, effectivement. Parce que bah, moi, j'avais pas d'environnement Docker. Je viens d'un monde. Moi, je faisais de l'administrateur système. Vous étiez pas né, hein. Enfin, je sais pas quel âge vous avez en moyenne, mais globalement, moi, Docker, ça n'existait pas. La virtualisation commençait à peine quand j'étais administrateur système. Donc, on commençait à comprendre, enfin, à voir que ça existe. Et on avait plus du conteneur que de la conteneurisation que de la virtualisation. Mais bon, de mon temps. Bah, c'est ça, je suis un vieux, faut pas l'oublier. Mais du coup, je peux comprendre effectivement que Capabilities, c'est plus utile maintenant parce que effectivement dans les environnements Docker, choses comme ça, où tu as besoin d'avoir des droits routes, mais pas tout le temps, pas pour tout. Enfin voilà, il y a moyen d'affiner, quoi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. T'es sous VSL2? Oui, tout à fait. Je suis sous VSL2, donc sous Windows, hein. Ça, c'est Kali, Linux, installé sous WSL2. Ça marche très bien. Et puis pour les lives, c'est plus pratique parce que j'ai mes outils de live sous Windows, ce qui est pas plus mal. Ça fonctionne bien. Père Chaos, raconte-nous une histoire, c'est ça. J'étais né, voyons. Oui, non, mais je sais. Faudrait que je refasse un sondage. J'avais fait un sondage à une époque sur. Alors, c'était plus sur le Discord, où je demandais un petit peu la moyenne d'âge. On était quand même, allez, soyons gentils, des trentenaires bien dépassés. Voilà, pour être gentil. Mais après, voilà, il y a de tout, hein. Tant que ça marche, oui, voilà, c'est ça. En fait, je configure un serveur depuis Noël et j'ai découvert pas mal de choses que je ne connaissais pas. Et là, les capas pourraient être intéressants. Ouais, bah, ouais, il y a toujours des cas d'usage. Après, n'hésite pas quand même à checker sur GT of Beans que tu donnes pas des capas qu'il faut pas, quoi. Hein, tu vérifies que les binaires tu donnes, hein, genre, bon, bah, Python. Hein, Python, on sait que il y a quand même pas mal de possibilités de hacker avec. Si tu lui donnes des droits qu'il faut pas, quoi. Donc le SUID, le sudo, le capabilities, il faut faire gaffe à ce que tu lui donnes, quoi. Si tu es sur un. Bon, Nmap, c'est moins grave, mais par exemple, VI, clairement, faut pas lui donner un sudo, quoi. Hein. Si tu lui donnes un sudo à VI, tu vas avoir des problèmes. Bon, voilà. C'est des exemples hein, parmi tant d'autres, mais c'est bon de toujours faire un petit check avant d'aller changer des capabilities qu'il faudrait pas, quoi. Alors, en l'occurrence, là, la capabilities problématique, c'est le setuid. Hein. Il n'y en a pas d'autre, vraiment. Parce que c'est vraiment celle-là qui te permet d'être admin et donc d'aller chercher des trucs. Les autres capabilities sont pas exploitables directement. Moins grave, on va dire. Je vais avoir des cours système, donc j'ai l'arrogance de dire à mes profs que WSL me suffira pour les cours, mais le prof dit c'est limité. Mais un cours d'intro en système, je pense pas que je vais avoir des problèmes. Bah, puis en même temps, c'est limité de rien. Enfin, je veux dire, t'as ta VM complète. Hein. C'est l'équivalent d'avoir une VM sur VirtualBox. Hein. C'est même, je trouve, un peu plus pratique que d'avoir un VirtualBox à côté. Avant, je travaillais sur VirtualBox. J'avais une VirtualBox avec ma VM et tout. Et c'est un système complet. Hein. WSL2, c'est un système complet. C'est même tellement complet que... alors, les gens me demandent souvent comment je fais, mais vous avez vu, hein, j'ai l'interface graphique. Je peux lancer un Firefox. Je pourrais lancer tout le bureau, en fait. Tout le bureau de Kali, je peux l'avoir. Mais bon, moi, ça me sert à rien. Je suis tout le temps en command line, donc on reste en command line. Mais il y a moyen d'avoir l'environnement graphique, même dans le WSL2. Hein. Si vous voulez savoir comment, je l'ai remis en. C'est dans le Discord, dans les posts épinglés.
du Discord du salon général, je crois. Je sais plus dans quel salon je l'ai mis, mais il y a un salon où j'ai expliqué, ça se trouve sur internet, hein, mais il y a des tas de tutos où en fait vous pouvez avoir l'interface graphique de votre WSL2, c'est pas très compliqué, et du coup tu as une machine entière, hein, donc il n'y a rien de limité, absolument rien de limité. Tu rediriges le X, ouais c'est ça. En fait, côté Windows, j'ai un serveur X, alors là vous le voyez pas, je viens de cliquer dessus, mais forcément vous le voyez pas. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le About, voilà. Donc j'ai ça d'installer sur Windows. C'est VCX SRV là. C'est un serveur X. Donc qui est installé côté Windows. Et en fait, côté, alors vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous avez peut-être pas fait gaffe. Côté ici là, j'ai un export display. Ça là. Donc en fait, à chaque démarrage de session, je récupère l'IP de ma machine virtuelle, la WSL, et je mets à jour la variable display pour que ça aille taper dans le serveur X Windows. Et donc, du coup, bah, ça me renvoie toute l'interface graphique. Donc, j'ai une interface graphique, c'est même pas un remote connection, quoi, hein, parce que j'ai vu beaucoup de tutos où tu sais, un genre de RDP dessus, tu as un remote desktop sur ton interface graphique. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment, j'ai mon serveur X, ça pop le serveur X, quoi, il n'y a aucun problème. Et donc, bah, je peux ouvrir des fenêtres. Donc là, j'ai ouvert Firefox, mais je peux en ouvrir d'autres, hein. Tout ce qui est graphique va s'ouvrir dans mon serveur X. Donc, c'est bien pratique. Donc, vraiment, c'est une machine complète. Un WSL2, c'est pas une demi-machine, c'est pas un morceau de machine. Tu fais tout ce que tu veux. Donc, si ton prof te dit que c'est limité, je comprends pas pourquoi. Après, je comprends que c'est plus chiant à installer. Mais voilà, c'est vrai que c'est autant installer Linux, hein. Si tu installes juste Linux sur ta machine, on n'en parle plus. Moi, j'ai besoin de beaucoup de trucs sous Windows, donc forcément, j'ai Windows. Mais là, tu fais un double boot Linux, ça marche aussi, hein. Ça revient au même. Je pense qu'il n'est pas à jour. Oui, bah ça arrive, hein. Ayant eu une expérience de prof, je jette pas la pierre. C'est pas simple à gérer une classe. Je ferai pas ça tous les jours. J'avais donné des cours sur bah, la sécu, hein, plus process que hacking. Quoi qu'on a fait du hacking aussi. J'avais fait ça, c'est l'université de Bretagne. Et bon, je l'ai fait une semaine. Je le ferai pas tous les ans, tout le temps, sans arrêt. C'est compliqué, hein. Déjà de vous gérer, déjà de gérer des élèves, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et je lui en veux pas. Oui, oui. Bon, allez, sur ce, en tout cas, je disais donc rien, mais je vous dis maintenant bonne soirée à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un live gaming. On continue le let's play de Detroit Become Human. Ça commence à s'intensifier dans l'histoire, donc je pense qu'on va plus être très très loin de la fin, je pense. Si vous vous dites pourquoi est-ce qu'il fait du gaming standouille, moi je voudrais parler de hacking, on peut parler de hacking même dans les lives de gaming, ne vous inquiétez pas, ça sert aussi de live discussion blabla sur tous les sujets qui vous viennent, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc dans 15 jours, ce sera à nouveau le live hacking, hein, toutes les 2 semaines. Donc live hacking sur une nouvelle machine, peut-être cette fois Xbox. En tout cas, que ce soit Try Hack Me, Xbox ou autre, ce sera toujours des défis de niveau easy. Si vous voulez des machines plus dures, j'en fais des fois, à condition que la barre de dons soit remplie. C'est tout simplement un appel aux dons. Ça permet de faire vivre la chaîne, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Quand la barre est remplie, je fais des machines, on fait des insane, hein, tout simplement. On va sur Xbox, on fait des insane, et je pleure. Et je pleure très fort. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Le replay sera disponible dès demain sur YouTube. Et ma foi, on va effectivement raid quelqu'un. Si quelqu'un live. Vu que j'ai un peu débordé, je pense que normalement c'est bon. En général, quand je finis trop vite, il n'y a personne qui live. Là, normalement, on devrait être bon. Oui, je vois qu'il y a Nils. Je vais vous envoyer chez Nils. Pas de souci. Et puis, ma foi, amusez-vous bien avec lui ou sans. Et moi, je vous dis donc au week-end prochain. Ne vous inquiétez pas, ça va switcher tout seul à la fin du live. Allez, à plus tout le monde.